Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Survivalist Social Club. Le Survivalist Social Club, c'est là que j'invite des gens comme vous et moi qui se préparent. Comment, à quoi, pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir, mais surtout de comprendre. Ici, il n'y a rien à vendre, on ne fait la promotion de rien. On partage nos expériences en toute simplicité, et ce, dans la bonne humeur. Alors asseyez-vous et prenez un verre. Ce soir, mon invité et moi avons quelque chose de commun. Vous connaissez sûrement l'expression qui dit « le monde est petit ». Eh bien, ce n'a jamais été aussi vrai que ce soir, car nos chemins se sont croisés. Enfin, disons plutôt que c'est mon épouse qui a croisé le sien. Elle est aux commandes d'une chaîne YouTube fort prometteuse, que ce soit par son contenu des plus pertinents, bien sûr, mais également par son ambiance des plus agréables. Elle a le sourire, elle a du courage et des convictions. C'est avec plaisir que j'accueille Julie de la chaîne Collapsoland. Bonsoir Julie, sois la bienvenue. Bonsoir Tuko, merci beaucoup. Comment vas-tu ? Eh bien, ma foi, ça va bien. Ça va bien. Bon, tu es bien installée ? Je suis installée confortablement, j'ai mon cocktail et je suis prête pour ce nouveau Survivalist Social Club. Ah, ça me fait bien plaisir. Moi-même, je me suis pris un petit cocktail exactement comme toi. On va pouvoir se partager ça et puis partager surtout que ton expérience avec nos auditeurs, c'est un grand plaisir. Alors, dans mon introduction, je disais que le monde était petit et que nos chemins se sont croisés. Et oui, j'ai une petite surprise par rapport à ça, et c'est toi qui me l'as faite, en me disant, mais attends, je crois qu'en fait, on s'est déjà vu, on se connaît. Je t'ai démasqué, oui. Vraiment, il a fallu que je rassemble plusieurs petits éléments de mon côté pour te dire, je te connais. Un vrai détective. Eh oui. Alors en fait, pour préciser un peu plus, c'est que tu es une ancienne collègue de ma femme. Tout à fait. Comme quoi le monde est vraiment petit. Et, par contre, j'avoue que autant je me souviens bien d'elle, autant de toi, pas du tout. Oui. Moi je me souviens de toi, mais pour moi c'est plus facile. Parce que moi je faisais pas partie de ton monde professionnel. Donc moi je t'ai croisé je crois 2 ou 3 fois. Et le simple fait de ton prénom je le connais parce que ma femme elle me parlait de toi de temps en temps. Et donc voilà, j'ai vite fait le rapprochement en fait par rapport à ta profession. Ok. Voilà. Bon, on va commencer. Alors Julie, tu animes, et ce je dois préciser avec le sourire, la chaîne Collapsoland qui se construit petit à petit et qui grandit également petit à petit. Aussi pourrais-tu te présenter à nos auditeurs ? Alors, comme tu l'as dit, moi c'est Julie, j'ai 35 ans. Et ça fait à peu près 3 ans que je suis en préparation et 4 ans que je suis collapso. Donc il y a eu un petit delta d'une année où j'ai pu me poser, réfléchir, éventuellement paniquer aussi. Oui. Là actuellement je suis installée en Haute-Vienne et c'est là que je me prépare en renouant, en retapant ma fermette, on va dire. Ah, ta fermette, c'est donc pas une bad, hein ? Non, enfin... Comment dire ? J'utilise ce terme de bad parce que de toute façon, ce que je compte faire ici, ça va regrouper tout ce que l'on peut trouver dans une bad. Donc, sans pour autant mettre un nom dessus, concrètement, ça sera à peu près ça, quoi. Il faut juste que ce soit résilient, donc je pars là-dessus. D'accord. Et alors, pour ceux qui suivent ta chaîne et ceux que j'invite à aller suivre ta chaîne, tu as changé vraiment de mode de vie, mais alors radicalement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi ? Alors oui, ça a semblé bizarre au début à mes amis, à ma famille, parce que j'étais bien implantée dans la vie parisienne. Donc les sorties, les restaurants, cinéma, etc. Et du jour au lendemain, je leur ai dit, écoutez, je quitte tout et je pars m'installer dans le Limousin. Donc là, on m'a dit, mais t'es malade ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, ça va très bien. Donc, je me renseignais beaucoup. Donc, la télé, j'ai pas de télé chez moi et j'en ai pas depuis des années. Donc, les informations, je les prends sur Internet, à droite, à gauche, je vais piocher. Et je regardais ces émissions de société, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et je suis tombée sur une émission donc de Thinkerview avec Pablo Serling. Oui. Qui nous expliquait qu'éventuellement, il y avait un possible effondrement. Donc, collapso, le terme collapso, en fait, collapsologie, c'est lui qui l'a inventé. D'accord.
Et donc ça regroupe donc l'étude de plusieurs domaines, la géopolitique, l'écologie, pour se dire éventuellement qu'il va y avoir un effondrement. Donc au début, j'y croyais pas, et au fur et à mesure, quand j'ai creusé, je me suis dit, mince, oui, il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, là, je vis dans mon petit appartement, j'ai aucune résilience, je ne peux pas stocker de nourriture parce que j'ai 17 mètres carrés, donc déjà, je me stocke moi-même dans l'appartement. Exactement. Donc, nourriture, autre chose, ben non, j'ai pas de jardin, j'ai pas de potager, je suis totalement à la merci de tout l'environnement. Et là, c'était pas possible. Donc j'ai décidé de partir m'installer à la campagne, donc c'est comme ça que j'ai tout quitté. Je suis partie, j'ai quitté le boulot, j'ai quitté l'appart, j'ai quitté les amis en région parisienne et je suis partie. C'est dingue. Et en plus, tu as eu une conjoncture des planètes qui s'est associée pour toi, parce que d'après ce que j'ai compris, tu as trouvé ton logement, ton emploi dans la même semaine. Oui. Alors, je suis partie en week-end. Si tous les week-ends pouvaient être aussi productifs, ça serait magique. Ah oui. Je suis partie en week-end, j'avais un entretien le vendredi. Donc, le vendredi, je découvre la région parce que la région, je ne la connaissais pas du tout. Hein. Vraiment, c'était c'est sympa, c'est vert ici, ça a l'air calme. Donc, le boulot, c'était OK. Dans le week-end, c'était le lundi, j'ai visité la maison. Une seule visite, coup de cœur, proposition dans la foulée. Et ça a été accepté. Incroyable. Donc, c'est vraiment un saut dans l'inconnu que tu as fait. Oui, mais en fait, je me sentais tellement mal en étant en région parisienne que le côté stress de se dire, bon, j'arrive dans un coin que je ne connais pas, en fait, c'était pas grave. Parce que j'ai tellement mal chez moi qu'il fallait vraiment que je change de milieu. Et finalement, ça s'est révélé être une évidence, il faut que je change. Mais tu étais prisonnière en quelque sorte de ta vie un peu urbaine, et finalement, tu as vécu ça comme une libération, mais sur l'instant. C'est ça. Quand j'ai pris ma décision déjà de partir, de quitter Paris, je me suis dit, ok, là je respire, je me sens libre, vraiment, comme si on m'avait détaché, retiré des menottes, etc. J'étais partie, quoi. Libérée, délivrée. Oui, exactement. Je ne chanterai pas parce que ça reste dans la tête, ça, après, c'est pas cool. Ouais, mais bon, tu sais, maintenant, dès qu'on emploie ces mots, c'est mort. Hein. C'est mort. C'est vrai. D'accord, mais c'est vraiment... Mais moi, je suis estomaqué, mais c'est incroyable, incroyable. Alors, j'aimerais te demander, tu as parlé de Pablo Servigne, de collapsologie. Alors, moi, je fais pas de secret, c'est pas ma philosophie, hein. Mais aussi, j'aimerais te demander, s'il te plaît, finalement, dans l'absolu, parce que tu parles aussi de survivalisme hein, sur ta chaîne, d'ailleurs, tu as même posé la question, mais j'aimerais la poser ici, collapsologue ou survivaliste? J'ai pas encore réussi à répondre à la question. Le problème des collapsos, c'est qu'il y a quand même, pour moi, de ce que je peux voir sur les vidéos YouTube et sur Facebook, un côté un peu naïf, en fait, où tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon. Et je sais très bien que c'est pas le cas. Mais à côté de ça, j'ai pas non plus envie de me fermer à tout le monde. Donc le côté un peu mignon, naïf des collapsos, oui, mais le côté survivaliste où on va éventuellement se fermer à de nouvelles rencontres, etc. J'y suis pas encore. Donc j'avoue que j'ai pas encore ni un pied à droite ni à gauche dans un des camps. Disons que je suis au milieu où je pense que je vais quand même ouvrir ma porte, mais en restant vraiment sous mes gardes parce que je me suis déjà fait avoir. Et ça pique en fait. Oui. Donc ouais. Donc tu es potentiellement encore un peu en apesanteur entre ces deux définitions. Et j'aimerais te demander, puisque finalement ces deux entités se préparent à l'effondrement, et on entend parler de partout de cette fameuse théorie de l'effondrement, et bon, on a chacun un peu notre définition, et j'aimerais connaître quelle en est la tienne. Alors, pour moi, l'effondrement, je sais que certains disent qu'on est déjà dedans, donc c'est vrai que j'adhère à certains points sur l'effondrement de tout le vivant et autres. Ouais. Mais quand je parle de l'effondrement, moi, à mon niveau, c'est de ne plus avoir accès aux soins, à la sécurité et ne serait-ce aussi aux magasins. Donc tous les éléments que l'on connaît tous les jours qui font notre quotidien, de ne plus avoir accès à ça et de devoir se débrouiller tout seul par rapport à ça. Donc pour moi, l'effondrement, c'est ça, c'est d'avoir
une grosse structure de la normalité qui va se prolonger dans le temps et où on va devoir se débrouiller, entre guillemets, tout seul ou avec notre réseau, en fait. D'accord. Et est-ce que tu considères, alors justement, comme certains le font, que nous y sommes dedans, l'effondrement, là, que ça a déjà commencé ? Alors, ça a commencé au niveau pour moi, des espèces animales qui disparaissent. La roue est enclenchée, c'est-à-dire que on voit au fur et à mesure certains items qui sont modifiés et on va vers ce qu'on appelle aussi les boucles de rétroaction. Donc un élément va en entraîner un autre qui va en entraîner un autre. Donc pour moi, la boucle de l'effondrement est déjà lancée, même si concrètement dans notre vie, on ne le sent pas de manière trop violente. Actuellement, on sent qu'il n'y a plus de moutarde et que l'huile, ça coûte la peau des fesses. Mais à côté de ça, dans notre quotidien, ça va toujours. Mais on commence à mettre à faire des pleins avec des carburants à 2 €, à 2,50 € le litre. Et là, on va se rendre compte que ça va vraiment modifier pas mal de choses dans notre quotidien. Et on va se rendre compte que le salaire qu'on a tous les mois ne nous permet pas de vivre comme on pouvait vivre auparavant. Et donc l'effondrement, on va le sentir au fur et à mesure. C'est un peu insidieux en fait, ça se met en place et on le sent, mais on veut pas trop y croire. On se dit mais non, c'est bon, de toute façon dans les magasins il y a encore ce qu'il faut. Le gouvernement va s'occuper des prix excessifs, il va encore nous mettre un petit bouclier pendant quelques temps. Et quand ça va nous tomber sur le coin du nez et qu'on va devoir réfléchir à payer son loyer, son crédit ou bien manger, là pour moi l'effondrement ça sera quelque chose de concret pour beaucoup plus de personnes. Très bien. Alors je pense qu'on n'a pas tous le même seuil de tolérance et de sensibilité vis-à-vis de ce pseudo-effondrement, parce que moi, tu vois, je considère qu'on est vraiment dedans. Par exemple, on ne fait pas de secret si nous disons que toi et moi, nous travaillons dans le milieu de la santé, et par exemple, quand on voit que des maternités ferment, que des services d'urgence même ferment, que des hôpitaux ne sont plus en capacité d'accueillir par exemple des patients, des choses comme ça, il y a un autre indicateur, un autre marqueur que je trouve peut-être pas plus important, mais vraiment c'est peut-être celui qui m'a alerté le premier, le niveau d'éducation. Par exemple, là le bac vient de passer, le taux de réussite au bac a fortement baissé et surtout le taux d'exigence à ce bac a également fortement baissé. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Je vais avoir un petit côté complotiste, je m'excuse, mais pour moi les urgences qui ferment, les maternités qui ferment et autres, je pense que c'est juste un problème de gestion. Parce que de moins en moins de médecins, en effet, mais on a des étudiants français qui vont se former en Roumanie, qui vont se former également en Belgique. Donc, c'est pas un problème de candidat, c'est vraiment juste un problème de place. La mise en place du numerus clausus, en fait, a fait que on manque actuellement de médecins parce qu'ils ont voulu plafonner le nombre de médecins avec une population qui est grandissante. Je suis désolée, ça fonctionne pas. On a une population qui augmente, on a une population qui vieillit, et donc par rapport à ça, on peut pas se permettre d'avoir moins de médecins. Donc c'est pour moi à cause de ça qu'on se retrouve dans des déserts médicaux avec des problèmes de médecins traitants, des problèmes de spécialistes, avec des délais de rendez-vous, par exemple pour voir un cardiologue à 6 mois. Enfin, concrètement, si on arrivait à former plus de personnes, on aurait moins ces problèmes, parce que là, justement, on fait venir des médecins étrangers, alors que la population en France, on l'a. Donc ça a été un problème de gestion au niveau politique. Pour moi, l'effondrement, c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Et les problèmes à l'hôpital, c'est quelque chose qui a été contrôlé. Quand tu vois qu'il y a encore des soignants qui sont suspendus et qu'on nous dit qu'on ferme des urgences, mais j'ai envie de vous dire, mais le personnel, en fait, on peut le trouver. Juste qu'en fait, au fur et à mesure que le temps passe, ces personnels qui, du coup, n'ont pas de salaire, n'ont rien, vont se réorienter. Et pour les faire revenir d'un milieu qui, au final, les a dégoûtés, parce que quand on est soignant, pour moi, c'est une passion. Franchement, mon boulot, ça a vraiment été une passion. Et donc, tu te dis, il n'y a vraiment aucune reconnaissance. J'ai fait ma carrière dans ce domaine. C'est quelque chose que j'aime. Le contact avec les patients, c'est quelque chose que, j'ai envie de dire, qui est inné. C'est pas quelque chose qui va tomber un jour du ciel. C'est vraiment en nous. Donc, quand t'es dégoûté, quand t'as plus envie, quand t'as plus envie de mettre ton cœur dedans, tu changes.
Et le problème, c'est que plus on attend, et moins on aura de soignants. Et je sais pas, là, c'était quoi l'histoire avec le gouvernement? Je crois que ça parle de on réintègre les soignants si vous acceptez le fait d'éventuellement remettre un pass sanitaire. Mais comment dire, pour moi, le gouvernement ne veut pas notre bien. Parce que c'est pas lui qui sera touché quand on a un enfant malade et qu'on l'emmène aux urgences, que les urgences sont fermées. C'est pas eux qui seront impactés par ça, parce que de toute façon, ils vont aller dans les hôpitaux privés où ils ont l'argent pour payer. Mais quand on voit le coût des soins, quand on veut voir un spécialiste et avoir un rendez-vous rapidement, eh ben, c'est 150, 200 euros de déplacement. Donc soit on a les moyens de payer et de voir un spécialiste rapidement, soit de toute façon on attend 6 mois et avec les risques qui vont avec. Bien sûr. Donc ce côté effondrement, pour moi, je le vois pas comme ça, parce que il y a des solutions. Il y a des solutions pour ça. Au début de la crise, on savait qu'on avait besoin d'infirmières, de médecins, et si on avait commencé à les former dès le début, à ouvrir les formations, là, ça fait 3 ans, on aurait des infirmières qui seraient déjà fermées, on aurait des infirmières qu'on pourrait faire travailler dans les hôpitaux, dans les urgences et autres. Et là, c'est pas le cas. Donc moi, c'est plus une volonté politique, un effondrement réel par rapport à ça. Et pour le bac et l'école, il faut aussi se souvenir qu'on a eu des ados enfermés pendant 2 ans, qui n'ont pas pu sortir, qui n'ont pas pu sociabiliser, qui n'ont pas eu, on va dire, le stress d'avoir les contrôles, d'échanger aussi avec les camarades en se disant « Bon, t'as mis quoi ? On bosse ensemble, on révise ensemble. Ce prof-là, je l'aime pas trop, etc. » Il y a quand même un côté vie sociale qui a totalement été annihilé par cet enfermement. Donc, est-ce qu'on n'a pas diminué le niveau ? Parce que justement, psychologiquement, les adolescents qui ont été enfermés ne sont pas aussi, aidés que ceux qui précédemment qui pouvaient avoir tous ces échanges, qui n'avaient pas ces problèmes de troubles psychologiques. On voit une augmentation des suicides, mais je me dis mince, je sais pas ce qu'on a fait aux nouvelles générations, mais il faut travailler là-dessus. Pardon, je divague. Donc, oui, non, je vois. C'est sûr qu'ils n'ont pas été aidés, effectivement. C'est ça. Donc, pourquoi ils ont diminué le niveau au bac ? Parce qu'on arrive sur des réflexions qui n'ont pas forcément été mises en place au niveau scolaire. Et est-ce que c'est les aider ? Franchement, je ne pense pas. Après, il y a des études qui montrent aussi que quand on arrive sur des générations qui ont été un peu sacrifiées comme ça, toute leur carrière, ça va se ressentir. Parce que là, un patron, il va embaucher qui ? Il va embaucher quelqu'un qui sort de l'école, quelqu'un qui est sorti de l'école, qui a déjà de l'expérience. Mais ceux qui sont là dans les 2 ans, qui ne sortent pas de l'école, mais qui n'ont pas d'expérience, eux, ça va être compliqué pour eux, en fait. Parce que pendant 2 ans, on leur dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Eh ben, j'étais enfermée chez moi. D'accord. Moi, je voulais vraiment avoir ta vision là-dessus. Bon, mais tu te doutes que la mienne est différente. Je trouve que nous, c'est carrément toute notre civilisation qui est en train de s'écrouler. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de notre petite émission. Alors, dis-moi. Tu indiquais donc tu étais en pleine préparation, que tu as déjà quand même bien déjà installé pas mal de trucs. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de ta préparation ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Alors, la première chose que j'ai mis en place dans la maison, ça a été l'isolation. L'isolation et le berquet. Parce que le berquet, ça pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place. L'eau, c'est vraiment vital. Donc le berquet est arrivé, je l'ai installé dans la maison avant de commencer quoi que ce soit comme travaux. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ensuite, j'ai donc l'isolation. Pourquoi ? Parce que les problèmes au niveau de l'énergie, la consommation d'énergie, j'ai une chaudière au fioul encore pour l'instant que je compte changer. Mais le prix du litre de fioul, c'est juste hallucinant. C'est sûr. Et quand on arrive sur une maison qui est bien isolée, sans déperdition et qui peut garder la chaleur comme peut garder le frais, on a moins besoin, c'est totalement passif en fait. Au niveau de la maison, on n'intervient pas, c'est en place et on laisse gérer. Actuellement, dehors, j'ai envie de dire peut-être qu'il fait 35 degrés. Dans ma maison, il fait 22, 23 degrés. Et ça, donc ça marche pour le chaud et ça marche également pour le froid. Donc, les premières choses que j'ai mis, c'est l'isolation de la maison. Ensuite, j'ai travaillé également sur l'énergie, le chauffage. J'ai installé, j'ai un poêle à pétrole et j'ai un poêle à bois. Donc le poêle à pétrole, c'est pour pouvoir booster un petit peu le chauffage de la pièce. Bien sûr. Et
pour être un peu plus dans la longueur, on reste sur le poêle à bois. Et donc je compte changer la chaudière aussi qui est au fioul. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place encore. Et l'eau, voilà, j'ai plusieurs cuves de récupération d'eau de pluie. Donc aussi l'eau encore c'est vital, aussi bien pour moi que pour le potager en devenir. Voilà, ça c'est ce que j'ai mis en place, qui est installé. Voilà. D'accord. Et te potager justement, tu cultives un petit peu alors ? Ouais. Alors, comme je suis dans les travaux et que j'ai pas forcément le temps pour aller à l'extérieur, de tout faire c'est un peu compliqué. Ouais. Donc pour l'instant il y a encore ce qu'il faut dans les magasins. Je mise vraiment sur la préparation de la maison, et le potager je l'ai commencé, donc j'ai des pieds de tomates, il y a tomates, aubergines, des choux, j'ai aussi des melons, etc. Tout ça c'est pour moi, ça c'est plus plaisir actuellement que vraiment pour la survie, parce que de toute façon vu la quantité que j'ai, je ne vais pas survivre bien longtemps avec ça. Oui, mais c'est aussi... En faisant ce que tu fais, tu acquiers des savoirs, des savoir-faire que tu pourrais éventuellement mettre en œuvre le jour venu. Tu n'auras pas à apprendre à ce moment-là. C'est exactement ça. Tout ça, ça rentre dans la préparation. La préparation, pour moi, c'est pas uniquement quelque chose de matériel, une maison, un lieu, etc. C'est aussi des connaissances. C'est surtout des connaissances et un état d'esprit. Oui, tout à fait. Quand les magasins seront vides et que j'aurai faim, donc il va falloir aussi mettre en place la réflexion de quand on fait un potager, il faut un petit peu de temps pour que ça pousse. Donc un peu, il y a des réserves de nourriture, mais il y a aussi donc le potager et tout ça va avec. Le potager va alimenter les stocks, et les stocks permettent justement d'attendre que le potager puisse donner. Ça ne t'a pas échappé que nous sommes quand même peut-être dans une forme d'accélération de ce dit effondrement. Je mets des guillemets avec mes doigts à chaque fois que je prononce le mot effondrement. Oui. Les prix augmentent, les prix des matières premières, les prix des matériaux, des marchandises. As-tu identifié, au moment où tu en es là, as-tu identifié des choses à améliorer ou éventuellement des manques, peut-être des choses à mettre en place de façon un petit peu plus urgente, une pression là-dessus? Oui, mais après, j'ai eu la chance déjà de commencer tôt, donc il y a pas mal de choses que j'ai pu mettre en place avec des tarifs relativement raisonnables. Là, j'ai pu faire la comparaison des tarifs des matériaux. Et certains matériaux, comme par exemple la laine de roche en fait, que je mets au niveau des points chauds, des points de chauffe de la maison, le prix de la plaque a doublé. Donc on passe d'une plaque de 9 € initialement à une plaque qui coûte 19 €. Et ça s'est fait en 1 an et demi. Donc je vois l'accélération, et je me dis que heureusement que j'ai pu stocker des matériaux pour pouvoir avancer sur mon chantier. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, si j'avais dû commencer ce que j'ai commencé il y a 2 ans et demi, j'aurais pas pu faire du tout la même chose. Donc je vois l'accélération, donc par rapport à l'augmentation des prix, je vois l'accélération par rapport à certaines pénuries qu'on peut voir dans les magasins. Le terme pénurie qu'on ne considérait même pas il y a encore quelques mois, j'ai envie de dire. Ça, on voit que ça commence à rentrer dans les mœurs et autres. Et en fait, ça rentre aussi dans la tête de la population, de se dire, j'arrive dans le magasin et ça, je ne le trouve pas. Donc concrètement, la psychologie de la foule, en fait, de la population va aller dans ces réflexions, et justement, on va voir l'effondrement se mettre en place, tranquillement dans l'esprit de tout le monde, et ce sera pas quelque chose de brutal qui va arriver un jour, etc. Ça, je ne pense pas. Mais voilà, ça va travailler les esprits. Et qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre ? De plus en plus de personnes qui se préparent aussi. On voit à chaque fois qu'il y a un problème, ne serait-ce que le confinement qui a eu lieu quand ils ont annoncé la guerre en Ukraine et autres, on voit que tous les groupes qui parlent de préparation, de survivalisme, de collapsologie ont vu un nombre d'adhérents augmenter. Donc la population aussi est en transition par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que oui, je vois une évolution aussi bien au niveau de la société qu'au niveau de la population, tout simplement. Oui, c'est vrai que le petit milieu du survivalisme, qui était encore tout petit jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, gagne vraiment en popularité, ça c'est sûr. Et toi, tu penses, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure,
est-ce que tu penses que la population va se mettre dans une forme d'acceptabilité? De toute façon, tu me diras, dans l'absolu, on n'a pas trop le choix, mais il n'y a même plus de comment on appelle, les gens ne se révoltent même pas finalement, ils acceptent, ils sont soumis peut-être à cette situation. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça a été la psychologie a été travaillée déjà dès le confinement. Si on m'avait dit il y a quelques années qu'on confinerait toute la population, je n'y aurais pas cru. Mais en fait, il y a eu vraiment la stratégie du choc. En fait, c'est il y a quelque chose qui nous tombe dessus. On nous dit dans tous les médias que c'est quelque chose de grave, qu'on va tous y rester. Et donc, il y a la psychologie qui va être modifiée en disant j'accepte de rogner sur mes libertés et sur ma rébellion pour le bien de tous et pour mon bien également. Donc on m'a dit reste enfermé chez toi pour le bien de tous. On le fait parce que c'est ce qui nous paraît le mieux actuellement. Et on voit la différence quand même avec la mise en place des gilets jaunes par rapport au prix du carburant avant Covid et le prix du carburant après Covid. Donc en ce moment, on est à plus de 2 € le litre et en effet, t'as pas cette cette grogne de la population. Mais d'un autre côté, on nous explique que c'est parce qu'il y a une guerre que le prix qu'on a actuellement est ainsi. Donc, est-ce que les gens vont se rebeller en disant de toute façon, non, je ne veux pas payer ce prix-là. Mais d'un autre côté, c'est pas de la faute du gouvernement, c'est de la faute à la guerre, c'est de la faute à l'alimentation, c'est de la faute au climat, à la mondialisation, à tout ça. Voilà. Ouais. Et j'aurais dire au blocus, mais c'est pas un blocus, c'est aux sanctions. Voilà, c'est de la faute aux sanctions que l'on va mettre contre. Que l'on s'auto-inflige. Exactement. Donc on est là pour bloquer un pays, mais en fait c'est nous qui prenons les résultats des sanctions. Donc, est-ce que c'est pas juste aussi par rapport à ça que la population se dit, on est du côté des gentils. Donc oui, en effet, on a une augmentation des prix, mais c'est pour le bien de l'humanité en fait, et on doit subir en silence. Alors ça c'est un peu le message qui est le message un peu BFM TV, le monde, l'humanité. Mais est-ce que tu vois justement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu sur l'effondrement intellectuel et culturel. Comment se fait-il que les gens avalent ces messages-là et ne font pas preuve d'un petit peu de culture, ne serait-ce pas de culture politique, mais un peu de curiosité pour aller chercher un peu plus loin et pour pouvoir sortir de cette matrice mentale qu'on leur met dans la tête. Qu'est-ce que tu en penses? Les gens, est-ce qu'ils sont vraiment réduits à regarder du Hanouna et du BFM TV et à accepter, à se soumettre comme ça, tel un peuple soumis à ce qu'on leur dit, et de fait accepter ce qu'on pourrait dire, tolérer l'intolérable, parce que payer le carburant ce prix-là, moi franchement, de mon vivant, je pensais pas le voir. Et comme tu dis, les gens se rebellent un peu pour tout et n'importe quoi. Regarde, je vais te prendre un exemple. Bon, c'est un peu litigieux, hein. Un nouveau gouvernement a été mis en place. Là, il y a très peu de temps. Élu par les gens, ça ok, il n'y a pas de problème. Avec cette fameuse crise ukrainienne, avec l'augmentation des prix, la raréfaction des matières premières et tout ça, une des premières préoccupations qui a été, mise en avant par ce tout nouveau gouvernement tout neuf, ça a été de mettre dans la constitution de notre pays le droit à l'avortement par rapport à des faits qui se sont passés aux États-Unis, dont là encore à des milliers de kilomètres de nous, comme pour la guerre en Ukraine. Le sens des priorités, est-ce que tu penses que les gens n'auraient pas pu se dire, dans leur profond intérieur, mais à quoi vous jouez là? Vous nous parlez de droit à l'avortement chez nous, alors que c'est acté chez nous, tu vois, il n'y a pas de souci, alors qu'on est en train on va crever la dalle. Tu vois ce que je veux dire? Et on se demande comment... Enfin, moi, en tout cas, moi, je me demande, de mon point de vue un peu d'observateur, parce que le but du podcast, c'est pas de donner mon avis, c'est d'essayer de comprendre un petit peu à travers toi ce que d'autres peuvent penser. Comment est-ce possible? Est-ce qu'on en est arrivé là, à ce point-là? Alors, pendant les confinements, j'ai envie de dire que les gens avaient beaucoup plus de temps. Donc les gens se sont renseignés, ont commencé
à regarder sur Internet, à prendre les informations. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu voir qu'il y avait des énormités qui étaient dites par rapport ne serait-ce qu'aux masques, par rapport aux masques qu'on envoyait dans d'autres pays alors qu'on en avait besoin. Absolument. Voilà. Et donc ça, quand les gens ont pris le temps, ils l'ont vu. Par contre, quand on a repris une vie comme avant, à devoir courir au travail, à essayer d'avoir le maximum de loisirs, parce qu'en fait, ce qu'on nous inculque à la télé quand même, c'est la vie, c'est des loisirs, c'est des plaisirs. Donc, quand tout le monde se poste devant Hanouna pour regarder ce que les gens disent à la télé, c'est mettre son cerveau totalement sur pause en fait et se dire bon ben voilà, je profite, je rigole, je sais pas de quoi ils rigolent, mais les gens rigolent. Donc, par rapport à ça, c'est tellement martelé à la télé de se dire bon, on m'a dit ça sur cette chaîne, et à la fin on se dit ce qui est dit à la télé, c'est la réalité. Donc pourquoi le fait que le gouvernement ait mis en place une loi sur l'avortement n'a pas fait réagir les gens alors que c'était carrément pas notre problème, mais parce que pas notre gouvernement qui a mis ça en place, oui, en effet, mais au niveau de, enfin, on en a également parlé pas mal dans les médias, tu vois. Et donc pourquoi ça a marqué la population, mais parce qu'en fait on en parle tout le temps à la télé et c'est un sujet vraiment qui est revenu pas mal. Donc là on nous parle du droit à l'avortement. Par contre on nous parle absolument pas de toutes ces femmes qui ont des problèmes au niveau de leur cycle et autres, qui sont fait retirer des utérus, etc. Et tout ce qui est problème politique, tout ce qui est négatif politiquement, ça on n'en parle pas beaucoup. Là je sais pas si tu as vu, c'est aux Pays-Bas. Les grosses grèves avec les agriculteurs qui bloquent les routes et autres. Bah, je trouve que personnellement, on n'en entend pas parler plus que ça. Non, on n'en entend parler que sur les médias un peu alternatifs, dits complotistes, hein, justement, par les médias généraux, quoi, les médias d'État, je dirais, parce que c'est quand même des médias qui sont largement subventionnés. Ah donc, oui, grassement. Ouais. Et tu vois, par exemple, hier, avant de partir là où je devais aller, je regardais un petit peu la télé, ça ne parlait que du 14 juillet. L'absurdité de la situation faisait que le matin même, on avait une démonstration de force avec alors des militaires en veux-tu, en voilà, des avions, des hélicoptères et tout. Et le soir même, ce même État était dans l'incapacité d'assurer la sécurité dans les rues d'un peu partout, hein, que ce soit Nantes, Rennes, bon, ils ont beaucoup parlé de Paris évidemment, avec quelques jeunes avec des feux d'artifice, tu vois. Donc on se dit, mais c'est des clowns. C'est des petits soldats de papier, quoi. Disons que pour montrer à tout le monde, oui, on est une grosse puissance, regardez, on a toute cette armée, ok. Donc, c'est le paraître, c'est joli, hein. Mais après, vraiment, quand on se penche sur le fond, en effet, donc on n'assure pas forcément la sécurité de la population. Je ne sais pas encore quelle est la vision de l'Angleterre par rapport à la France et par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Stade de France, tu vois. Donc, elle n'est pas ratée en se disant on a une grosse armée, mais à côté de ça, on n'est pas capable d'assurer la sécurité de notre population et des étrangers non plus. Bah, en fait, c'est une blague. Pour moi, c'est on met un peu de peinture, c'est joli, mais derrière ça, on a juste caché la misère on n'est pas capable en fait. Oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ce que je perçois. C'est-à-dire, c'est un peu un état de carton-pâte, quoi. C'est du semblant. C'est ça. Par contre, quand on voit ce que le gouvernement a acheté pendant le confinement, toutes les tenues, tous les nouveaux véhicules, on se dit que c'était pas uniquement pour parader. Donc, pour protéger la population, je ne suis pas sûre que le gouvernement fera le boulot. En revanche, pour se protéger quand il va y avoir des problèmes au niveau des pénuries, que les gens vont commencer à avoir faim ou ne pas avoir les moyens de se nourrir, là on va voir que l'État sera beaucoup plus fort que pour nous protéger. Absolument, c'est ce que j'ai toujours dit, fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est un petit peu ce qu'on ressent, hein, malheureusement. Tout à fait. Et justement, dans cet état, dans ce marasme un peu, hein, j'aimerais te demander, entre ta prise de conscience que tu nous expliquais, tu étais dans ton appart et tout, donc tu as pris conscience de certaines choses à ce moment-là qui t'ont conduit là où tu en es finalement. Et maintenant, par rapport à ce que nous vivons actuellement, est-ce que tu as évolué sur tes inquiétudes ? Est-ce que ton angle de vue a changé ? Alors,
Oui, ça a pas mal changé parce que initialement, dans mon petit appartement, je faisais des espèces de crises d'angoisse en fait. En mode, mais mince, j'ai vraiment la main sur rien du tout, je suis une pauvre victime dans mon coin. Et depuis que j'ai commencé à me préparer, aussi bien matériellement que psychologiquement, j'ai envie de dire que tout a changé, je suis beaucoup plus sereine. Et par contre, en effet, quand je vois de nouveaux éléments arriver, hein, vraiment, qu'est-ce que j'ai pu voir récemment là, par exemple, en Allemagne, ils ont décidé, en fait, par la loi, de limiter le chauffage des logements. Je lui dis, bon, c'est un début, c'est juste une mise en place. Tu dis, bon, là, on arrive sur de la loi qui est contraignante par rapport à l'écologie, par rapport aux énergies. Donc, tu dis, ah, là, vraiment, on vient de passer un palier pour moi. Donc, par rapport à ma préparation, pour moi, il me reste pas grand-chose à faire de manière à être résiliente. Vraiment, même si je dois vivre chichement, je sais que je vivrai confortablement par rapport à d'autres qui n'auront rien mis en place. Bien sûr. Donc, par rapport aux crises d'angoisse, c'est bon, j'en fais plus. Mais il y a quand même des petits coups de pression que je me mets en me disant, bon, ce serait bien que j'avance cet item assez rapidement, quitte à revoir mes priorités. Par exemple, là, prochainement, je dois acheter une cuisinière bois. Oui. Et je voulais un modèle particulier, un truc super joli, et voilà. Sauf que le banquier, il n'est pas d'accord. Et en discutant justement sur le groupe Les Survivalistes Français, ça m'a apporté des choses quand même. C'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même thématique, dans le même mode. Et là, je me suis dit, bon, en fait, oui, j'ai pas besoin d'une belle cuisinière parce que ça, c'est encore un truc de consommatrice, en fait. Faut arrêter. Je veux juste une cuisinière qui soit fonctionnelle, qui soit robuste. Et en fait, c'est ça qu'il me faut. Donc, j'ai changé mon mode de recherche en mode, je vais prendre une cuisinière qui me coûtera pas très cher, mais qui sera propre et qui fonctionnera comme je veux. Et quand tu réfléchis comme ça, tu dis que la mise en place des éléments, finalement, ça se fait facilement quand tu revois tes exigences inutiles à la baisse. Oui, non, il faut vraiment aller à l'essentiel. Après, si on a les moyens, se faire plaisir, évidemment, il faut quand même se faire plaisir. C'est pas le but de revenir à comme on appelle à l'âge de pierre, hein, parce qu'ils en font des très jolies, des cuisinières émaillées, tout ça, des super belles. Oui. Après, oui, effectivement, le souci, c'est qu'il faut, mais ça c'est valable pour tout, hein, trouver du matériel, comme tu dis, robuste, de qualité et éprouvé. C'est pour ça que souvent les marques un peu historiques comme Gaudin, ces choses-là, oui, là, sont souvent publicitées, mais également aussi prendre en compte le côté de la réparabilité, c'est-à-dire qu'on puisse intervenir dessus facilement. Il ne faut pas que ce soit trop technique, tu vois. Par exemple, moi j'ai fait l'acquisition, là tu as peut-être vu ça, d'un petit générateur électrique solaire. Oui. Je sais que moi, si ce système-là il me lâche, bon, je l'ai acheté en conscience, hein, mais si ce petit système-là il me lâche, je serais incapable d'intervenir dessus, hein. C'est différent qu'un système avec des batteries que tu fais toi-même et tout. Mais bon, j'ai voulu me faire plaisir, mais ce côté-là, oui, j'ai craqué, voilà, un petit peu côté consommateur et tout, mais je voulais ce petit gadget. Après, pour moi, c'est le niveau... tout ce qui est sur batterie, qui consomme tout ce qui est électronique, en fait, ça permet de se détacher sans pour autant tout lâcher. C'est-à-dire que par rapport à l'éclairage, par rapport justement par rapport aux batteries, ça nous permet vraiment de faire une petite décroissance en limitant sa consommation d'énergie pour pouvoir s'accorder avec le générateur en question. Mais si jamais un jour le générateur te lâche, déjà tu auras diminué ta consommation d'énergie et tu auras mis d'autres choses en place. Par exemple, justement, comme je disais, la cuisinière bois, je suis pas sur des plaques électriques. Voilà. Donc, cette mise en place d'éléments un peu plus résilients qu'on peut éventuellement réparer nous-mêmes et autres, ça permet de décroître sans pour autant de subir un gros choc de tout à rien. Donc, mais je mise aussi sur un générateur comme ça. Mais je sais pas quand, on verra. Eh bien, il va falloir que tu attendes que j'ai un partenariat avec cette marque pour peut-être avoir 10% de remise. Ce serait magique, hein. Ce serait pas mal, hein. Ça serait le succès de la chaîne. J'aurais réalisé quelque chose de grand. Je serais comment on appelle ça, oh mon Dieu,
sur Instagram. Un influenceur. Un influenceur de la survie. Alors Julie, on va retourner un peu dans ce qu'on appelle un peu le YouTube game. Hein. J'aimerais te demander, en rapport justement avec ta chaîne YouTube, le fait d'être une femme, est-ce que ça change quelque chose par rapport à la perception des autres, en bien, en mal, à l'accueil reçu vis-à-vis de ton discours, de ta perception de la situation ? Alors, déjà, ça change pas mal de choses parce que des femmes qui se préparent, il y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que pour moi, il était important de pouvoir montrer justement qu'il n'y a pas que des hommes qui se préparent, qu'une nana peut le faire, une nana toute seule peut le faire également. Ah oui, bien sûr. Alors excuse-moi, c'est parce que nous n'avons pas précisé une chose très importante, c'est que tu es seule. Et oui. Et oui, tu es seule. C'est-à-dire que tous les travaux que tu entreprends chez toi et tout, tu les fais toute seule. Voilà. Alors, pour les travaux, par exemple, d'isolation, j'ai fait intervenir des entreprises par ça, parce que de toute façon, je ne connaissais pas. Oui, bien sûr. Puis ne serait-ce que pour des questions fiscales également. Aussi, c'était plus avantageux de faire ça. On voit des couples, on voit surtout des hommes devant la caméra. Oui. Après, on voit leurs compagnes aussi. À un moment, j'ai vu un live en fait qui rassemblait plusieurs femmes. Et ce qui m'a perturbée, c'est qu'il y en a une qui s'est présentée en disant « Bonjour, je suis la compagne de un tel ». En fait, ton prénom d'abord, c'est bien, parce que c'est toi qui nous intéresse, plus que le fait de la compagne de quelqu'un. Et alors, par rapport au fait que je sois une femme, il y a ce côté où il y a un peu de condescendance quand même. J'avoue que on voit une nana débarquer là, écoute, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter ? Nous, on a déjà nos préparations. En fait, écoutez, je me suis préparée aussi, j'ai un autre regard. Et par exemple, j'ai fait une vidéo sur les éléments à avoir dans la cuisine. Pour cuisiner, si jamais il n'y a plus d'électricité et autres. Concrètement, ça... tu vois pas beaucoup d'hommes qui vont faire ce genre de vidéos. Et ça me fait rire parce que j'ai eu une petite remarque aussi qui disait, nous, on parle pas de popote. Ouais, mais la popote, concrètement, on en a besoin en fait, il faut manger. Donc, moi, j'ai pas ce problème de mince, la cuisine, c'est pas viril, on s'en fiche. La cuisine, c'est utile. Donc, voilà, je vais peut-être aller sur des aspects qui ne sont pas déjà traités. Et d'un autre côté, le fait d'être une femme, il y a aussi un côté bien bienveillant. Écoute, si je peux t'aider, n'hésite pas. On peut passer pour une petite chose fragile, parce que de toute façon, c'est ce qui ressort de la société. Hein. Les femmes sont des petites choses fragiles. Alors que je pense qu'il y a certains travaux que j'ai fait chez moi que des mecs n'auraient pas fait. Oui, je pense aussi, effectivement. Voilà. Ouais. Et montrer aux femmes qui sont chez elles, qui n'osent pas, en se disant qui sont dans ma situation, qui sont dans la situation dans laquelle j'étais initialement à Paris, en se disant je ne veux pas quitter mon appartement parce qu'en fait je sais pas, je ne peux pas, je vais pas pouvoir me débrouiller toute seule. Écoutez mesdames, je vous le montre, c'est possible. Pour moi, il faut inspirer des gens, il faut aller insuffler cet espoir de je peux le faire. Et donc être une femme sur YouTube, c'est intéressant parce qu'on touche un autre public en fait. Ouais. Non mais il y a besoin d'avoir un autre regard un peu sur la préparation. Et surtout, si ça peut aider d'autres nanas à un petit peu prendre la parole aussi, je pense que ça ferait pas de mal, parce que ça sent beaucoup le vestiaire sur YouTube. Mais tu sais qu'ici, les femmes ont toute leur place, on est sans cesse en train de chanter les louanges de nos épouses, et après la vilaine mémère, tu es ici. Nous, en tout cas, au Survivalist Social Club, on adore les femmes. Alors dis-moi, parallèlement à ton installation, tu envisages la création d'une entreprise. Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît ? Alors, quand j'ai acheté la maison, ouais. Je me projetais avec ma famille, avec mes amis qui allaient venir sur place. Et donc, j'ai acheté une maison qui, en fait, au final, est beaucoup trop grande pour moi. Surdimensionnée. Tout à fait. Donc j'ai tout l'étage où j'avais prévu de faire des appartements justement pour pouvoir les accueillir. J'arrive à un niveau où de toute façon je me dis qu'ils ne viendront pas sur le terrain, sauf si vraiment il y a un gros effondrement soudain, mais comme on en parlait tout à l'heure, on n'y croit pas. D'accord.
Et les démarches que j'ai eues, bon, comme je disais, je suis collapso depuis 4 ans et je me prépare depuis 3 ans. Il y a eu une année en fait de battement où j'ai eu énormément de questions, où j'ai mangé de la vidéo, etc. Mais il faut savoir que quand tu regardes une vidéo, c'est pas comme le vivre en direct. Donc je me suis dit que en créer une entreprise qui va me permettre d'accueillir les gens et de leur montrer en direct ce que c'est que de rechercher l'autonomie, ça va permettre en fait de les aider à passer le pas, de se dire en fait si c'est possible, j'ai vu à quoi ça ressemblait, j'ai pu étudier, j'ai pu poser toutes les questions que je voulais. Donc l'ouverture de Collapsoland, ça j'ai trouvé ce petit nom qui me faisait rire. L'ouverture de Collapsoland, c'est justement pour pouvoir permettre au maximum de personnes de faire cette transition, pour ne pas rester dans le éventuellement, peut-être que finalement je ne peux pas, parce que quand j'en parle avec des gens, il y en a beaucoup qui se cherchent entre guillemets des excuses de je suis pas capable. Eh bien écoute, viens voir et tu vas voir que finalement tu peux. Et ça pour moi c'est en aidant un maximum de personnes à faire cette transition au niveau du pays. Même au niveau du monde, hein, soyons mégalos, on aura une plus grosse résilience, parce que si des personnes quittent la ville pour s'installer en campagne, pour repeupler ces espèces de déserts, de diagonales du vide en fait, on aura un pays beaucoup plus résilient. Quand on peut faire des légumes et fournir ses voisins, fournir ses amis et autres, on n'attend pas après les magasins, surtout quand ils seront vides. Voilà, pour moi, l'importance de créer cette société, parce que je ne peux pas le faire sans statut. Donc, je vais créer un statut pour ouvrir les portes, pour permettre aux gens de venir voir ce que c'est que l'autonomie. Et j'espère que ça aidera un maximum de personnes à faire la transition. Ouais, c'est vraiment génial. En fait, tu es en train de créer un royaume, on pourrait dire, hein, où tu pourrais, en fait, ton entreprise, elle te servirait de support pour pouvoir un peu passer le relais sur tes propres expériences, partager tes expériences comme ça, outre le fait des vidéos, parce que bon, des vidéos, on en trouve des centaines, hein, mais là, tu pourrais carrément recevoir les gens chez toi, donc pouvoir les loger dans des petits apparts ou des chambres, ou, en fait, comme un peu un gîte un peu, sauf qu'au lieu d'un gîte à la ferme, ce serait un gîte chez Collapsoland, pour justement où tu pourrais partager tes expériences et leur montrer en direct que ce que tu as fait, c'est possible et c'est à la portée de tout le monde. C'est ça, avec quelques petites sessions où en fait on pourrait étudier le projet de chacun et justement qu'ils puissent faire une corrélation entre leur idée sur le papier et la réalité, parce que là actuellement par rapport au coût des matériaux, ceux qui ont commencé à travailler sur leur projet il y a 2 ans n'auront pas du tout le même résultat maintenant qu'il y a 2 ans, parce que il faut prévoir des maisons plus petites, il faut vraiment axer sur l'isolation, parce qu'on voit avec les chaleurs qu'on a actuellement que on peut pas faire l'impasse sur l'isolation de la maison. C'est sûr, c'est clair et net. Voilà. Et puis en plus de recevoir plusieurs personnes en même temps, ça permet vraiment d'échanger et de donner ce côté, je vais pas dire colonie, hein, mais de se dire que on n'est pas tout seul. Alors, j'aimerais te demander, selon toi, c'est une question que je pose à tous mes invités, selon toi, quelle doit être la plus grande qualité d'une personne qui se prépare ? Alors, la plus grande qualité, je vais tricher un petit peu, tu vas voir, je vais en mettre 2 dans une seule. J'ai envie de dire l'adaptabilité dans la rigueur. C'est-à-dire que pour moi, il faut être carré, il faut suivre un plan. Mais à chaque fois qu'on suit un plan, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Qui vient compromettre le plan initial, oui. Exactement. Et donc, comment on réagit par rapport à ça ? Et donc c'est une grosse qualité pour la préparation, mais en fait c'est pas que pour la préparation, parce que c'est une grosse qualité entre guillemets pour la survie également, de pouvoir s'adapter, d'avoir un plan, mais de pouvoir modifier ses plans pour s'adapter aux conditions dans lesquelles nous sommes. Mais c'est vrai pour la vie de tous les jours d'ailleurs, hein. Tout à fait. Exactement. Donc adaptabilité dans la rigueur. C'est ça. Ah, la rigueur, ça c'est un mot qui me plaît, ça. Et dis-moi un petit peu, si tu devais recommencer ton installation, est-ce que tu t'y prendrais différemment ? Est-ce que tu penses que tu as loupé le coche sur quelque chose et tout, des petits regrets que tu peux constater, t'y prendrais-tu différemment finalement ?
En gardant la découverte pour moi de la collapsologie au même moment, j'ai envie de dire, j'aurais fait exactement le même chemin. Parce que de toute façon, j'ai fait vraiment le plus vite possible, entre guillemets, par rapport aux connaissances que j'avais. Par contre, si je pouvais remonter le temps, je me mettrais au courant un peu plus tôt encore. Oui, bien sûr. Parce que il y a toujours ce sentiment de je suis pas prêt, il aurait fallu que je fasse ça, j'ai pas assez de temps. Et donc par rapport à ça, j'aurais essayé de me mettre au courant plus tôt. Mais de toute façon, quand bien même j'aurais tout ce qu'il faut pour être autonome, je me dirais toujours j'ai besoin de plus de temps parce qu'on n'a pas envie que l'environnement se dégrade en fait. Question de temps, j'aurais voulu avoir plus de temps. Mais sinon, tout le reste, non, j'aurais continué exactement comme je l'ai fait initialement. Tout à l'heure, on a juste à peine touché du doigt la situation, mais j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. J'aimerais savoir ton entourage. Alors, je parle peut-être pas de tu as parlé de tes amis tout à l'heure, mais moi, j'aimerais plus me concentrer sur ta famille, que ce soit tes parents ou tes frères et sœurs. Comment ils ont perçu ce changement soudain? En fait, c'est tellement soudain, c'est ça, moi, qui m'éclate. Du jour au lendemain, quasiment, que tu as... c'est ça qui est dingue. Non, normalement, c'est un peu un processus long, tu vois. Tu as besoin de digérer, tu vois. Toi, ça a été quasiment du jour au lendemain. C'est rigolo. Enfin, du jour au lendemain, j'exagère. Comment ton entourage familial a réagi à cette situation? Parce qu'ils t'ont quand même un peu accompagné, quand même, dans tout ça. Alors, par rapport à la famille, ils ont un peu l'habitude que je fasse des choses sur des coups de tête. Ah d'accord. Mais en fait, ils savent que tu as fait. Voilà. Mais ils savent qu'à chaque fois que je fais entre guillemets quelque chose sur un coup de tête, parce que ça leur semble éventuellement soudain, mais c'est parce qu'en fait, pendant une semaine auparavant, j'ai fait des nuits blanches. Par exemple, donc dans un moment de stress, je suis restée sur mon ordinateur à créer justement ce schéma de comment je voulais le lieu. Comment devait-il être, quels sont les critères de sélection du lieu, etc. J'ai commencé à minuit, j'ai fini à 6h du matin. À 6h du matin, j'ai fait OK, c'est ça que je veux. Donc, ça peut paraître un peu soudain parce que en fait, j'étais pas du tout dans ce mode-là. Mais quand tu as la réflexion derrière qui va vite et tu penses avoir pris tout en compte, quand tu arrives et que tu leur présentes ton schéma et ton futur, ils te disent OK, attends, installe-toi 2 minutes, calme-toi, on va discuter un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, tu faisais du shopping et tu parlais voyage tous les 4 matins. Et là, cette semaine, tu débarques en disant je veux m'installer à la campagne et je veux tout quitter. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et donc, en fait, quand tu vois que tu discutes avec eux, mais que tu réponds à absolument toutes leurs questions, du pourquoi, du comment, quelles sont derrière tes sécurités, le pourquoi, voilà, et ta sécurité, parce que c'est vrai que de tout quitter et de se dire bon, j'arrive dans une région que je ne connais pas, tu dis bon, je peux me planter. Par contre, à côté de ça, c'était un investissement immobilier, donc je leur ai dit de toute façon, si jamais je me plante, la maison, je la revends, je suis pas malheureuse en fait. Oui. Et quand chaque acte est fait avec une sécurité derrière, en général les gens te suivent en disant écoute, ça nous semble carré ce que tu fais, donc dis-nous ce dont tu as besoin et comment on peut t'aider, et on le fera avec plaisir. Tu t'es installé dans une région où tu connaissais personne, les gens t'ont vu arriver comme ça sans te connaître. Oui. Quel a été l'accueil de la population locale vis-à-vis de toi? Alors, il faut savoir que dans le Limousin, les gens ont une réputation d'être assez fermés et de rester entre eux. Ah ouais. Donc, j'ai eu de la chance en fait parce que je trouve que l'accueil a été relativement bon. Ouais. J'ai des voisins qui sont venus frapper à ma porte pour se présenter, pour qu'on puisse un peu échanger. Et donc, au fur et à mesure, le réseau, les voisins en fait s'étend. Voilà, je connais de plus en plus de monde. D'accord. Et ils connaissent mon projet d'autonomie. D'accord, on reste vraiment sur de l'autonomie. Je rentre pas dans les détails parce que de toute façon c'est pas leur problème. Mais on connaît l'importance du réseau. Là, par exemple, hier j'étais chez des voisins. Je suis partie avec des œufs, des concombres et des courgettes. Ouais. Voilà. Et à côté de ça, je leur ai apporté des pommes. Et donc, ce qui va se mettre en place naturellement dès maintenant, ça pourra perdurer ensuite.
D'accord. Donc l'accueil a été plutôt bon et mine de rien, j'ai croisé énormément de personnes de la région parisienne. En fait, il y a pas beaucoup de personnes que j'ai croisées et avec qui j'ai noué des liens qui sont originaires de la région. Il y a beaucoup de personnes qui sont implantées ici il y a quelques années en fait. D'accord. Et tu as fait la connaissance de personnes qui se préparent, qui sont un petit peu dans la même démarche que toi? Ah oui, oui, les amis les plus proches sont des gens qui se préparent également. Ah, c'est dingue, c'est vraiment, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a une conjoncture des planètes sur toi, il y a une forme de bénédiction qui t'entoure. Hein. C'est vrai que j'ai vraiment énormément de chance parce que il faut le dire quand même de temps en temps, il y a des petits moments de bad en fait. T'es là, t'es pas bien, tu te dis mais où va le monde? Et ben j'ai la chance de pouvoir prendre mon téléphone et d'appeler des gens, de leur parler en disant écoute là ça va pas, il faut qu'on échange s'il te plaît. Et quand je raccroche le téléphone, et ben non seulement j'ai le sourire, mais en plus je suis regonflée pour recommencer sur les travaux, la préparation et voilà. Et ce côté entraide, c'est pas uniquement, voilà, encore une fois, c'est pas uniquement physique, c'est aussi psychologique. Oui. De pouvoir lutter entre guillemets tous ensemble pour garder le moral, pour garder la force quoi. Et c'est important justement le réseau pour toutes ces choses-là. Eh bien Julie, peu à peu on se rapproche de la fin de ce Survivalist Social Club qui t'a été consacré. Et aussi, avant de clôturer notre petite entrevue, j'aimerais te laisser carte blanche peut-être pour que tu puisses nous parler d'une chose qui te paraît importante. Pour moi, la chose qui me paraît importante en fait, par rapport aux parents qui viendront sur le terrain pour voir comment se passe la vie en autonomie ou la recherche d'autonomie, j'ai envie de leur dire, venez avec vos enfants. Venez avec vos enfants parce que vous allez leur montrer une autre façon de vivre. Vous allez leur montrer une déconnexion, un endroit où il n'y a pas la télé, où il n'y a pas de tablette, il n'y a pas tout ça. Vous allez les reconnecter à la nature. Et les efforts que vous faites actuellement pour pouvoir justement faire une transition vers la nature, voilà, eux n'auront pas forcément à la faire parce que ça sera dans la continuité. Donc plus les enfants sont jeunes et plus vous les habituez à un autre mode de vie, et puis pour eux, ça va être simple et logique. Il y aura pas d'effondrement de leur côté. Ça sera juste une continuité de vie. Donc, je pense qu'il est important d'initier les enfants dès maintenant à un retour aux sources. Voilà. Oui, qu'ils grandissent avec, que ce soit un peu inné, plutôt qu'ils aient à subir le fait de se former et de découvrir des choses. C'est exactement ça. Apprendre à reconnaître les arbres. Ça, on devrait tous être capables de ça. Et en fait, moi, à la base, je ne l'étais pas. Maintenant, un peu plus. Mais tout ce qu'on connaît en étant jeune, c'est quelque chose qu'on n'a pas à apprendre derrière. Et donc, ça nous laisse la place au fait d'acquérir de nouvelles connaissances. Et c'est leur ouvrir la porte à d'autres choses, en fait. Eh ben, je te souhaite bien du courage parce que tu vois, moi, j'ai 46 ans. Et quand j'étais petit déjà, quand on demandait à des enfants de dessiner des poissons ou un poulet, ils dessinaient des nuggets et des poissons panés carrés. Alors, tu vois, franchement, bon c'est mignon. Le côté féerique de Collapsoland à toute... là, c'est vraiment... On espère que les fées et que les conjonctions des planètes seront encore avec toi à ce moment-là. Alors, Julie, avant de nous quitter, j'aimerais savoir si tu aurais un livre ou un film, ou peut-être même les deux, à conseiller à nos chers auditeurs. Alors, en termes de livres, j'ai copié un peu sur un autre intervenant qui a cité du George Orwell. Oui. Et c'est pas 1984 que je vais recommander parce que je l'ai lu, mais il est génial en effet. Oui. Mais c'en a un autre en fait, c'est La ferme des animaux. Donc c'est un regard un peu plus politique sur une ferme avec des animaux, mais on peut transposer ça à notre société. Absolument, oui. Et franchement, je l'ai regardé, je me suis dit non, mais c'est énorme en fait. J'ai l'impression de regarder BFM TV. Oui, mais c'est un petit côté Jean de La Fontaine un peu. Oui, exactement. Oui, il critique la société par le biais d'animaux. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, parce que je sais que j'ai plein de livres à la maison que j'ai pas encore lus, on peut le trouver aussi en audiobook sur YouTube. Vous regardez, vous mettez ça en fond pendant que vous faites vos travaux. Moi c'est comme ça que j'ai fait et franchement c'est génial, ça s'écoute tout seul. Voilà. Et sinon en série livre, en série, l'effondrement si vous l'avez pas vu. On la trouve aussi sur YouTube, ça, l'effondrement, c'était pas mal, ça a ouvert les yeux à pas mal de personnes que je connais. Donc ça peut être pour
pour montrer à vos proches quelque chose se rapprochant à votre vision peut-être, et ben vous pouvez leur montrer la série L'écran de maman. Eh bien Julie, ce fut un réel plaisir de te retrouver en quelque sorte, mais surtout de t'accueillir au Survivalist Social Club. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je mets en description les liens vers ta chaîne et alors là vraiment, j'invite nos amis à aller la visiter et surtout à t'y rejoindre. Julie, merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je te souhaite tout le meilleur pour ton devenir. Et puis je suivrai tes aventures puisque je dois dire à nos auditeurs que tu es administratrice d'honneur sur le canal Telegram Les Survivalistes Français. Donc nous sommes toujours plus ou moins en contact. Franchement, le canal est génial et j'ai pu apprendre énormément de choses. Donc si vous cherchez un endroit pour pouvoir échanger et pour acquérir des connaissances, le canal Telegram est au top, quoi. Ah, des connaissances et dans la bienveillance, parce que tu as vu, on ne laisse rien passer. Oui, en effet, oui. C'est très carré. C'est très carré, c'est très militaire chez nous. C'est pas collapsant, on rigole pas. Je me permets de te faire une bise et je te dis à très bientôt, Julie. À très bientôt, merci à toi. Voilà, chers amis, ce numéro du Survivalist Social Club touche à sa fin. Vous le savez, le club est ouvert à tous et à toutes. D'ailleurs, à ce sujet, pas besoin d'être youtubeur ou d'avoir une chaîne ou une page Facebook pour participer. Vous qui écoutez cet épisode, vous êtes les bienvenus. Pour cela, rien de plus simple. Écrivez-moi à lesurvivalistefrançais@protonmail.com ou contactez-moi via le canal Telegram Les Survivalistes Français. Je vous mets en lien dans la description. J'ai beaucoup de demandes, mais je suis à l'ouvrage. D'ailleurs, vous avez vu que les épisodes s'enchaînent les uns après les autres. C'est avec plaisir que nous partagerons autour d'un verre un moment convivial. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Vous savez que je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Survivalist Social Club. À bientôt!